j'ai compris cette année qu'il fallait être stratégique, pas seulement dans mon business, mais aussi dans le rapport Dans à ta la santé, santé. quoi. Ouais. Et le Ok. rapport au monde médical qui, lui, est aussi en souffrance et en destruction. Donc forcément, il faut être stratégique. Non seulement ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles, mais ce n'est pas non plus normal de ne pas trouver de solution. Bienvenue dans Transgresser les règles, le premier podcast français entièrement dédié aux douleurs menstruelles qui va te permettre de sortir du flou et de ne plus te sentir seul face à tes douleurs. Et sur ce podcast, en solo, avec d'autres professionnels ou grâce à des témoignages de personnes concernées, je vais te parler des douleurs menstruelles. Tu vas mieux comprendre ce qui se passe dans ton corps, découvrir de nouvelles solutions et entendre que d'autres s'en ont sortis en trouvant leur propre chemin. Je suis Maud Renard, j'ai créé la méthode Gynémotion pour te permettre de diminuer tes douleurs gynécologiques. Et parce que la douleur n'est pas une fatalité individuelle mais une question collective, il est grand temps de transgresser les règles. Est-ce qu'il faut une stratégie à mettre en place pour aller mieux ? Est-ce qu'il faut absolument tout connaître sur sa santé pour apaiser ses douleurs menstruelles ? Aujourd'hui, tu vas écouter le témoignage d'Estelle. Elle a 43 ans, elle vit avec de l'adénomiose extrêmement douloureuse et avec des règles hémorragiques qui l'ont amenée à une amnésie très très sévère jusqu'à devoir être perfusée en mars 2026. Son parcours de santé est long et il lui a demandé des années de patience, de résistance et d'expertise sur elle-même. Il n'y a pas de happy end à la fin de cet épisode. C'est le témoignage de quelqu'un qui est encore dans le tunnel de la douleur. Actuellement en train de tester un nouveau protocole, elle est toujours incertaine de ce que le prochain cycle menstruel va donner. Au fil des années, Estelle a développé ce qu'elle appelle elle-même une stratégie de santé. Elle est entrepreneure, accompagnante et créatrice du mouvement Meuf Média. Alors la notion de stratégie, côté business, elle connaît bien. Elle est habituée à penser en termes de vision, de nouveaux modèles et d'écosystèmes d'entreprise. Et là, tu es en train de te demander, mais pourquoi je te parle de business sur un podcast dédié aux règles douloureuses ? Eh bien tout simplement parce que lorsqu'elle a réalisé que personne n'allait lui proposer de mettre une stratégie en place pour apaiser ses douleurs menstruelles, elle a commencé à appliquer ce qu'elle fait dans son business, dans son propre corps, mais aussi avec le monde médical, avec les professionnels qu'elle a choisis et ceux et celles qu'elle a écartés de son chemin, les examens qu'elle demande, les preuves qu'elle amène elle-même pour qu'on la croie et surtout pour réussir à se faire soigner. Ce qui me touche dans ce témoignage, c'est qu'elle te parle de ce que ça coûte réellement, physiquement, financièrement, relationnellement, de vivre avec une maladie chronique invisible, de ses amis qui ne la rappellent plus, de ses projets professionnels qui fonctionnaient bien mais qu'elle a dû arrêter un par un parce que son corps ne lui a plus laissé d'autre choix. Aujourd'hui, elle rabat les cartes de sa santé et de son business. Ce n'est pas ce qu'elle avait prévu, mais c'est ce qu'elle dit vouloir faire. C'est parler de santé des femmes, la santé des pairs, PAIR, la santé communautaire. Elle a envie de porter ces sujets parce qu'elle connaît la puissance de la parole et de l'expérience partagée. Et elle a bien compris qu'il fallait s'incruster dans les systèmes plutôt que d'attendre qu'ils viennent à elle. Ah, et j'oubliais, son approche est aussi politique, sensible et systémique. Et c'est tout ce qu'on aime dans Transgresser les règles. Alors je te souhaite un bon épisode et n'oublie pas de mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Salut les menstrues. Bonjour Estelle. Salut Maud. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler de douleurs menstruelles avec plusieurs diagnostics, plusieurs choses, mais voilà, surtout toi, ton expérience des douleurs menstruelles que je trouve pertinente. Avant de commencer à parler spécifiquement des douleurs, est-ce que tu peux commencer par nous parler un peu de ton histoire, de comment se sont passées tes premières menstruations, s'il y avait eu déjà des douleurs à ce moment-là, ou comment, à quel moment c'est apparu pour toi? Alors, merci à toi, Maud, déjà de me recevoir sur ton espace de parole public, parce que c'est important. Il n'y a pas beaucoup d'espace de parole pour témoigner, partager et faire circuler nos vécus et nos savoirs et nos connaissances, parce qu'on en a aussi. Hmm. Euh, alors moi, mon parcours, il a commencé par peut-être la première visite chez une gynécologue, qui en plus était la gynécologue qui a accouché ma mère de moi-même. C'est un peu étrange. Ouais, elle était très âgée, mais elle continuait à consulter et j'ai été très traumatisée de cette première consultation Ok. qui s'est pas passée comme je pensais que ça se passerait. Enfin, en termes de sécurité, on n'y était pas du tout. Oh, Et ok. en termes d'accompagnement non plus. Bon, voilà, ça c'est le premier Hmm. événement si je relie le mot gynécologie à mon histoire. Ensuite, j'ai commencé à prendre la pilule et enfin, cette femme m'a prescrit la pilule parce que je commençais à avoir des relations sexuelles. Et ensuite, je sais pas, je crois que j'ai voulu arrêter.
parce que je sentais qu'il se passait quelque chose. Et là, en fait, je ne retrouve pas mon cycle. Voilà, j'ai un an, je passe un an en recherche parce que pendant un an, j'ai une aménorrhée et jusqu'à rencontrer une professeure à l'Hôtel Dieu à Paris qui, je ne sais plus en quoi elle était spécialisée, mais bon, elle était gynécologue. Et elle diagnostique un SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques. Donc moi, j'avais plein de symptômes à cette époque-là. Je perdais mes cheveux, je voyais que ça s'éclaircissait. J'avais une pilosité en bas du visage. Enfin, il y avait des choses en plus de l'arrêt des règles. Et en fait, là, ça a commencé un chemin de succession de pilules, d'examens de type échographie pour suivre en fait mes ovaires. Donc, c'est les ovaires qui vont produire des follicules plus que de raison, on va dire ça. Et donc, je commence ce chemin comme ça. Et après, peut-être j'aurais dû remonter à mes premières règles, mais en tout cas, voilà, en termes de pathologie, ça Ouais, commence à cet endroit-là quand j'avais vers 18 ans, 18-19 ans. d'accord. Donc avant tes premières menstruations, enfin, je sais pas à quel âge tu as eu tes premières menstruations, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de gêne, tu vivais bien cela? Ou peut-être t'as pas de souvenir hein, aussi, hein. J'ai eu mes premières règles à 10 ans et demi. Je me rappelle Ah très ouais, donc bien très jeune. ouais, de ce jour. J'étais en CM2 et Waouh. je crois que c'était les derniers jours d'école et je sais pas, on avait mangé des pains au chocolat. J'aimais pas les pains au chocolat. J'ai eu très mal au ventre et je me suis dit plus jamais les pains au chocolat. Puis là, en fait, je découvre qu'il y a du sang dans ma culotte. Voilà. Donc c'est quand même ça que ça se passe. Je me rappelle pas que j'ai eu peur, mais j'ai bien senti que c'était une galère. C'est le Et je me début. rappelle, et je me rappelle du médecin, notre médecin généraliste à l'époque de famille Mm. qui se déplaçait, qui faisait des visites à domicile. En fait, il était venu et c'est là que j'ai eu les premiers cachets de Spasfon. Et donc ça, Ok. Oui, donc il y avait de la douleur s'il y avait du space-fond. C'est qu'il y avait ouais, quand même. il y avait de la douleur. Ouais. Mais là, c'était le début. Et en fait, après les premières années, je me rappelle, au collège, donc j'allais pas à l'école le premier jour, Ok. je faisais pas de sport, j'étais dispensée de sport, j'avais des sueurs, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir, donc j'avais des douleurs quand même assez intenses, Ah oui. peut-être le premier jour. Donc là, j'avais du Ponstil, peut-être pour certaines personnes qui ont pris aussi du Ponstil. Je sais plus si ça me soulageait ou pas. Et en fait, après, le lycée, j'ai peu de souvenirs parce que je me dis, mais comment j'ai fait au lycée, au bac, si j'avais des douleurs comme ça? Et je me rappelle pas avoir manqué un seul jour. Je manquais très peu, moi, l'école. Vraiment, c'était le collège, en fait, qui m'a le plus marqué. Donc au lycée, je sais plus. Je pense que j'avais des règles et que c'était pas si galère que ça, en fait. Et après, ouais, je commence à prendre cette pilule, je sais plus laquelle, et là, j'arrête. Et là, Mm. apparaît les symptômes ça réveille en fait le Oui. SOPK hein, qui était Ouais. peut-être déjà endormi mais peut-être que non en fait. Donc la Ouais. pilule vient défoncer quand même ton cycle et donc forcément si on te prescrit à 18 piges tout type de pilule sans faire aucun examen sanguin ni rien du tout, ça va vite quoi, Mm. voilà, ça Mm. perturbe tout en fait. Tu C'est l'as pris aujourd'hui. combien de temps, la pilule? À cette époque-là, je sais plus, peut-être un an, Un 2 ans. an, Mais ouais. après, je suis repartie pendant 15 ans de pilule après. Ah Parce que oui. le SOPK, c'est comme ça qu'on qu'on le réglait. Je parle au passé, mais je ne sais pas trop comment c'est aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on le réglait. Donc, enfin, voilà, il y a une histoire après derrière. Ah oui, bah vas-y, raconte-nous alors, parce que du coup, tu... t'arrêtes la pilule, t'as Donc, un j'arrête an la sans pilule. cycle, donc ce Oui, qu'on appelle l'aménorrhée. voilà. Et là, en fait, on me remet sous pilule. Alors, j'ai pris, par exemple, pour les personnes qui ont du SOPK, il y en a qui ont pris de l'androcure, donc Mhm. qui est aujourd'hui déconseillé pour ses Oui, effets secondaires. Donc, j'ai pris peut-être un an d'androcure pour limiter la perte de cheveux, parce que je sais qu'à l'époque, dans mes 18-20 ans, c'était ça qui me perturbait le plus. J'avais oui, peur de perdre tous mes cheveux. Donc, il y avait vraiment une angoisse là-dessus. J'avais pas de douleur avec le SOPK. J'avais des règles qui arrivaient tous les 3-4 mois. Et donc, en étant sous pilule, il y a des règles, des fausses règles qui oui, arrivent. Et puis, on a l'impression ou l'illusion que le cycle est régulé. Bon, il n'est pas régulé du tout. Et en fait, je vais enchaîner les pilules différentes comme ça. J'en ai pris plusieurs et je suis restée sous pilule comme ça parce que ça mettait en stand-by, en fait, ça mettait au repos les ovaires. C'était ça l'idée.
tant que j'avais pas envie d'avoir des enfants, bah, c'était de mettre au repos les ovaires. Et donc j'ai compris cet excès d'androgène, la testostérone, et cetera. Donc j'avais des bilans très réguliers et après j'ai été suivie par une gynécologue en libéral pendant, vraiment plusieurs années, exclusivement pour le SOPK Mmh. et je la voyais tous les 6 mois. Donc j'avais des bilans sanguins, donc on regardait le foie, comment ça bougeait aussi au niveau des triglycérides, enfin tous les trucs importants que la pilule peut venir modifier, quoi. Je changeais régulièrement de pilule parce que il y avait toujours quelque chose. Des tensions, des maux de tête, Il y avait un toujours des menton, effets secondaires, en fait, aux ouais. pilules que tu prenais, quoi. Ouais, Ok. à un moment donné, peut-être au bout d'un an, Ah oui, 2 ans, ok. 3 ans, à un moment donné, il y a quelque chose qui arrivait, quoi. D'accord. Donc Mais tu avais quand même une gynécologue qui te suivait, qui te faisait des prises de sang, qui faisait un oui, check endocrinien pour vérifier ce qui se passait et comment tu, ouais. Bah, ça, je pense que tu gérais ça. c'est le passage, dans un grand hôpital, quoi. Quand on est suivi par un professeur et en fait, la personne vous fait des check-up et tout dans tous les sens. J'ai été hospitalisée 2 jours aussi pour faire une espèce de grand bilan, je sais pas quoi, pour voir je sais pas, tous mes marqueurs. Et donc moi, je suis toujours restée avec le fait que c'était important de faire des bilans sanguins et qu'on prend pas des pilules comme ça, sans avoir un retour de comment ça impacte surtout le foie. Oui. Et donc j'ai toujours eu cette attention là-dessus. Bah, Mm. après, je sais que les généralistes prescrivent des pilules, mais moi, Oui, voilà. je me suis toujours orientée sur des gynécologues Mm. endocrinologues. Je vais pas voir juste des gynécologues. Donc à cette Oui. époque, en tout cas, c'était mon orientation et je voulais à quelqu'un qui s'y connaisse en endocrino, qui m'explique même le fonctionnement parce que Mm. j'ai mis du temps à capter. Bah, on me parle des ovaires, d'accord, mais en fait, c'est l'hypophyse. Ok, bah venez, on parle directement de ce qui se passe dans mon Mm. cerveau. Et même aujourd'hui encore, tu vois, je découvre des trucs sur le SOPK, même si là, j'ai 43 ans et on m'a expliqué qu'à cet âge-là, les symptômes du SOPK se réduisaient, Décline, ouais. voilà, Mm. déclinent. Et aujourd'hui, de toute façon, c'est pas ça qui m'emmerde le plus. Donc, j'ai pas une attention spécifique, mais je sais que quand je travaille sur mon cycle et tous ces symptômes, je sais que je travaille aussi sur le SOPK, tu vois, Mm. derrière, c'est ça. Mais à cette Ouais. époque-là, par contre, tout ce qui était alimentation, tout ce qui était, je sais pas moi, l'anxiété, tout ce qui était, enfin, tous les autres paramètres au-delà de j'ai des règles, j'ai pas des règles, bah, bien sûr, il y avait zéro considération, zéro Mm. information. Et là, pour le coup, c'est ça le coche que moi j'ai raté. Parce que clairement, oui, même j'avais des bilans sanguins, mais bon, en fait, si on m'avait dit, mais est-ce que tu sais que tu peux agir avec. Parce que moi, dans les symptômes, il y avait l'insulinorésistance. Oui. Donc, à cette époque-là, on m'avait dit, Estelle, à 40 ans, j'ai 43 ans, on m'avait dit, à 40 ans, tu vas avoir un diabète de type 2. Parce que dans ma famille, il y a aussi du diabète de type 2 Mm. qui ont été déclenchés. Et ben en fait, je sais que j'ai mis une attention là-dessus, sur l'insuline. Mais on aurait pu quand même dire, ce serait bien de faire un accompagnement type, je ne sais pas quel type, diététique, naturo ou que sais-je, Ouais. pour pouvoir surveiller ce point, en fait. Plutôt que juste de dire ne mange pas de sucre, ça ne sert à rien, c'est pas ça l'idée, en fait. Donc, à cette époque-là, ben, j'étais vraiment, je vois, mais je pense que quand on est jeune, franchement, ça nous saoule, toutes ces histoires nous saoulent. En tout cas, moi, ça me saoulait beaucoup. Et la pilule venait apporter une forme de tranquillité, tu vois, jusqu'à ce que. Voilà, Mm. jusqu'à ce que. Mm. Jusqu'à ce que peut-être il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, je commence à avoir des douleurs bizarres et que j'ai envie de signaler. Donc je signale à cette gynécologue qui me suit depuis une dizaine d'années quand même, donc elle me connaît. Et là, en fait, elle me dit, il serait temps d'avoir des enfants ou un truc dans le genre. Ah Et oui, donc donc là, tu as une trentaine d'années, c'est ouais, ça? voilà. Et alors là, elle écoute pas du tout. Enfin, je veux dire, elle me dit, je ne vois rien à l'examen. Et en fait, elle exclut complètement cette histoire de douleur. Et elle me dit, je sais plus quel âge. Oui, peut-être j'avais 33 ans, un truc comme ça. Et elle me dit, ben non, mais là, il serait temps de penser à avoir des enfants, parce qu'elle était endocrinologue, mais aussi Mm. obstétricienne, je sais jamais comment on dit. Et donc, il y a enfin, le cabinet de gynécologue où tu as des photos De bébé d'enfants, partout, de ouais. bébés partout, tu vois. Et en fait, je sais pas, ça a mis un choc pour moi, cette manière de me parler et de Alors que me tu venais pour des douleurs, on est d'accord, c'est ça? voilà, je Ok. viens pour des douleurs et en plus, là, on a un peu cette phrase typique de la douleur, bah non, mais ça doit être dans votre esprit. Mm. Donc, moi, à ce moment-là, tu me dis ça après toutes ces années. En plus, elle est en libéral, conventionnée secteur 2. Donc, je paye, je Mm. suis pas remboursée, hein, de venir 2 fois par an la voir. Et donc, je sais pas, il y a une espèce de rupture dans mon esprit. Et là, je me dis, non, mais moi, je vais arrêter la pilule.
Donc, en fait, je commence à l'arrêter. Et je me dis, j'ai envie, moi, de voir à quoi ressemblent mes cycles après toutes ces années. Ça se trouve, mes cycles sont réguliers. On ne sait pas. Qu'est-ce que j'en sais, en fait, si je ne fais pas l'expérience. Donc, Ok, j'arrête. Et donc puis c'est la là, mes cycles, curiosité. C'est la ah curiosité qui bah te oui, fait tu vois. arrêter. Ok. Moi, je me dis, celle-là, je vais pas aller la revoir, hein. C'est rupture. Moi, tu me fais un coup comme ça, c'est terminé. Et en fait, voilà, je fais mes expériences toute seule. J'arrête la pilule et évidemment, et je mets un disclaimer ici, je ne savais pas à l'époque, puisque personne ne me l'avait dit, que c'est important, comme une drogue, de se sevrer de la pilule et de faire attention. Enfin, il y a tout un processus qui peut être intéressant pour détoxifier son foie. Enfin, bref, faire des choses pour faire attention et qu'en fait, ça ne s'arrête pas forcément du jour au lendemain. Bon, bah moi, en fait, j'ai fait du jour au lendemain, j'ai pas été suivie, j'ai fait comme je voulais. Et donc, j'ai transgressé les règles et donc j'ai arrêté et j'ai retrouvé mes cycles hyper régulièrement. C'est-à-dire tous les 33 jours, j'avais mes règles, enfin et donc je me disais: «Bah, le SOPK, il doit pas être, si présent que ça». Donc Ok. il y avait ce truc-là très rassurant pour moi de retrouver des règles et j'étais très contente de retrouver des règles. Hmm. Donc ça n'a pas fait comme la première fois où tu as eu un an d'aménorrhée. Là, tu as retrouvé un cycle régulier. Ouais, je sais pas, peut-être au bout de 2 3 mois, mais vraiment, c'était pas long. Je me D'accord. suis pas inquiétée plus que ça. Oui. Ouais. Et là, en fait, donc, je crois qu'on est en 2016, voilà, quand j'arrête la pilule, je pense. Et j'ai pas spécifiquement de douleur pendant mes règles. Enfin, je vis vraiment très bien ça. Elles sont abondantes. Hmm. Et c'est pareil, j'avais pas d'informations non plus sur la quantité de Hmm. sang, ce qui était normal, pas normal. Évidemment, c'est des sujets dont personne ne parle. Donc, moi, j'étais en mode, ben, c'est bien, il y a une évacuation, elle se fait, ça s'arrête, et cetera. Jusque 2020. En fait, 2020, là, il y a les premiers symptômes de douleur au début des règles, mais qui sont violents. Donc, qui me surprennent et qui me rappellent les douleurs quand j'étais petite, en fait, quand j'étais enfant. Ça me ramène Hmm. à, «Ah ouh là, c'est pas une gêne, on n'est pas dans la gêne là, on est dans il faut que je stoppe tout, je peux pas m'asseoir, je peux pas parler». Ouais, d'accord. On est là-dedans et donc sauf que, bah, là, l'anti-inflammatoire fait un effet Ok. donc OK, j'observe ça, je me dis: «Bon, qu'est-ce qui se passe?» Et puis là, en fait, ça commence à 2021, ça évolue où c'est pas un jour, c'est 2 jours. Enfin voilà, ça commence à s'amplifier Ouais. et pour dire et pour donner une échelle, je suis passée à, une dizaine d'anti-inflammatoires, Hmm. ces derniers mois. Donc Hmm. et encore des anti-inflammatoires qui font plus autant d'effet. Hmm. Bien Et sûr. puis d'autres paliers Oui, d'anti-inflammatoires, oui, oui. paliers d'autres types d'antidouleurs. Et en fait, le 2020, donc première douleur, 2021, bon après j'ai plus l'échelle des dates, mais c'est vraiment ce côté très progressif où là, les douleurs vont passer de 1 journée à 2 jours, vont passer de 2 jours à 3 jours, 4 jours, Hmm. 5 jours, 6 jours, 7 jours, avec aussi des règles qui sont abondantes et qui deviennent hémorragiques. Donc, je Ok. passe en ménorragie à ce moment-là Donc, juste avec, pour resituer la ménorrhagie, enfin voilà, les menstruations hémorragiques, quand il y a un changement de serviette toutes les 2 heures, enfin moins de 2 heures, et que la serviette est remplie, enfin serviette, protection hygiénique, culotte, cup, etc. Ou les personnes enfin moi je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me disent je mets et ma serviette et ma culotte et ça déborde quand même, etc. Donc ouais, ça c'est gros warning, ça veut dire que c'est une hémorragie. On n'est plus sur des exactement. menstruations classiques. Exactement. On est sur voilà, c'est le mot hémorragie est vraiment enfin, c'est cette Ouais, sensation que notre organe, en fait, l'utérus est en train de se vider de son sang et de ouais. son corps aussi. Et c'est ce qui produit aussi chez moi, ben, et sur beaucoup de femmes qui ont de l'adénomiose, ben, des symptômes de carence en fer, Mm. et puis d'anémie sévère, D'anémie, ouais. ce qui est mon cas, en fait. Je suis dans Ouais. cette, situation. Et en fait, donc ça augmente, il y a des caillots, évidemment, il y a enfin tout le il y a des choses qui bougent et qui commencent, à être très handicapants, qui perturbent, ma vie normale, on va dire.
Mm. Et donc, là, je consulte une première gynécologue là où je suis à Nantes. Donc, je venais d'arriver, donc j'avais peu de repères sur les pros qui étaient dans mon environnement, des gens de confiance. Et donc, je sentais aussi le fait que j'avais fait un peu une rupture avec le monde gynécologique, clairement, avec vraiment une rupture de confiance et enfin tout ce qui va avec. Et en fait, je consulte quelqu'un sur les conseils d'une amie, ici et il se trouve que c'est pas la personne que je vois, c'est une remplaçante. Ok. Bon, du coup, je ne sais pas du coup, bon, voilà, bon, cette personne, en fait, elle insère, un spéculum et en fait, ce spéculum se casse. Oh, Voilà et ok. parce qu'il y a de la douleur et il y a de la douleur, il y a enfin, en fait, ça va pas et en fait, elle insiste et donc elle casse ce Oh, spéculum. Donc moi, j'ai peur en plus qu'il y ait des morceaux de plastique, qui restent à c'est... l'intérieur de mon corps et en fait, elle a un appareil d'échographie, donc elle me diagnostique l'adénomiose, en fait, à ce moment-là, Ok, mais elle me balance le diagnostic comme si, c'était, rien, quoi. Enfin, je veux dire, d'accord. c'est très particulier. Donc ça, c'était en 2021, Donc elle te violente déjà physiquement et en plus elle t'annonce une un maladie. diagnostic, une maladie, voilà, Ah mais et sans aucune, précaution. sans aucune précaution, ouais. Ah Ouais. oui, je me rappelle aussi de son geste où elle me balance, une ordonnance pour une, pilule et en fait, dans mon esprit, il y Mm. a non mais attends, j'ai pas fait tout ce chemin parce qu'en parallèle, je fais un chemin, moi, personnel, lié à ma vie professionnelle. Je fais un chemin à ce moment-là, en fait, je suis, au cœur de ma vie entrepreneuriale, et en fait, je fais un chemin de prise de parole et qui est très importante et qui, pour moi, est très lié à tous ces sujets-là et à tout plein d'autres sujets. Et donc, en fait, dans ma tête, il y a: «Non, non, non, mais attends, j'ai pas fait tout ce chemin, pour libérer ma voix et ma parole pour aller mettre une pilule qui enferme tout ça». Donc dans ma tête, c'est direct, je vais pas prendre ta pilule et en plus, t'as pas checké si c'était compatible avec le SOPK parce qu'il y a des pilules qui empirent le SOPK. Donc si en plus tu es là en train de me donner un truc par hasard, tu me sors l'adénomiose sans rien m'expliquer parce qu'elle m'a pas expliqué. Mm. Tu me parles d'endométriose, de suspicion d'endométriose, mais tu me parles d'adénomiose. Moi, j'entends le diagnostic, je sais qu'après, je pars de cet endroit, je suis dans ma voiture, je pleure. Je Ah bah m'effondre en oui. fait. J'ai un Ah, ouais. effondrement. J'a j'avais je j'av parce que j'ai discuté avec d'autres femmes, mais tu sais, c'est fou, hein, parce que moi, je discutais avec d'autres femmes pour avoir leur adresse de gynéco. Pas une seule femme ne voulait me passer, leur adresse Ouais. parce qu'elle me disait: «Mais Estelle, en fait, les gens la personne que je vois, je la vois par défaut. C'est Mm. pas une bonne personne, c'est pas un bon professionnel, vu que tu as vécu, telle ou telle chose et que toi, tu es assez tu assez exigeante, bah, en fait, j'ai pas de bonnes adresses». Mm. Voilà, donc je me confronte à ça, bon voilà et je tombe sur cette personne. Et en 2020, je me rappelle aussi, si je remonte un peu, je rencontre mon généraliste. C'est la première personne que je vais voir, à qui je parle de tout ça. Et en fait, je me rappelle, je parle de plein de choses en termes gynécologiques, de violence, et cetera, de violences, sexuelles, de violences gynécologiques. Je lui en parle à lui et en fait, c'est lui qui va, être, quand même le fil rouge Mm. de toutes ces années-là, parce qu'il va essayer de m'orienter, même si il est à la fin de sa carrière, il prépare sa retraite. Mais je peux quand même lui demander des bilans. Il va pas me dire non. Donc, il y a un partenariat, une alliance qui se fait avec lui. Il m'oriente sur un nouveau gynécologue qui s'installe à côté. Je vais voir cette personne. Lui, il n'est pas endocrinologue, il est obstétricien. Et en fait, il ne m'examine pas. Il me dit, à votre âge, donc je sais plus quel âge j'avais, 38, 39, et il me dit: «Mais à votre âge, c'est normal d'avoir de l'adénomiose. Donc votre utérus vieillit». Donc j'entends que l'utérus vieillit, Mhm. mais je sais que les organes se modifient, mais les symptômes de douleur dont je te parle et les règles hémorragiques, ça, c'est pas un truc de symptômes de vieillesse. Donc en fait, il me reçoit pas, il me fait quand même payer 20 euros, hein, mais il me fout à la porte, quoi. Donc voilà, c'est le deuxième gynécologue que je vois. Et en fait, tous ces expériences gynécologiques, déjà que j'étais pas motivée pour aller voir ces professionnels, bah, clairement, moi, ça m'a pas ambiancé à voilà, parce que À en fait, continuer, quoi. Ouais. à continuer. Faut savoir que ça a un coût énergétique de Mm. fou de chercher des professionnels de confiance quand on est en situation de vulnérabilité. Donc c'est juste énorme ce que ça coûte de chercher, d'y aller, de raconter 15 000 fois son histoire
et de voir dans les yeux en face qu'il y a du scepticisme, du doute, de la remise en question de la parole, etc., etc. Et je peux aller plus loin, mais il y a déjà ça et qui est pas du tout normal. Et donc après, je sais plus comment ah oui, si, il y a une sage-femme à un Ça, c'est moment souvent donné. ce qu'on peut conseiller, quoi, quand il y a justement une errance un peu d'alliance thérapeutique chez les gynécologues, de revenir vers une sage-femme un peu plus, j'aime pas le mot bienveillante, mais en tout cas où tu te sens en sécurité, qui, elle, peut renvoyer éventuellement chez un gynécologue hein, ou une gynécologue de confiance, quoi. Comment Ben, ça s'est passé, toi, pour toi, le passage chez la sage-femme? en fait, je cherchais quelqu'un pour refaire l'échographie de 2021 et Mhm. je cherchais, et je savais évidemment qu'il fallait pas aller chez n'importe quel échographe, mais chercher quelqu'un qui, a un minimum de spécialisation pour chercher les lésions, qui Ouais, sait les chercher déjà. ouais, Et en fait, en faisant mes recherches, je tombe sur une sage-femme qui est aussi échographe et qui dit qu'elle se spécialise sur la recherche de lésions d'endométriose. Donc je ouais, prends rendez-vous avec elle, tu vois? Hem Et je lui parle de tout ce que je viens de te dire, ouais. de que j'ai été violentée médicalement, que j'ai vécu des VSS, que, enfin bref, je lui raconte pour qu'elle prenne soin de l'examen. Et en fait, on a fait un premier examen, mais c'est pareil, j'ai des douleurs avec, le spéculum et Mhm. cetera. Et après je fais un deuxième rendez-vous. Voilà, on fait un premier rendez-vous comme ça, un deuxième rendez-vous pour l'échographie. Et donc elle me reconfirme, effectivement l'adénomiose, là on voit la taille de mon utérus qui est vraiment très, volumineux, qui est Ouais, pas du tout à une taille normale. Et on regarde aussi les ovaires, enfin bref, on regarde en fait ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, je peux pas dire que c'était une pour moi, c'est une personne que j'ai vue qui était professionnelle, compétente, mais en termes relationnels, je sais pas où ça se passe, quoi. ok. On n'est pas au bon endroit. Donc bon, voilà. Mais c'est, au moins une personne, mais c'est pas dans mon échelle du top 3 des personnes qui sont pros et qui sont dans la relation d'accompagnement. Mhm. Donc ça, c'est ma sensibilité forcément. Voilà, je suis accompagnante et donc forcément j'ai cette grande sensibilité et je comprends pas en fait, qu'on puisse, toucher les corps sans avoir ces précautions relationnelles, Mhm. regarder les gens dans les yeux plutôt que de regarder son ordinateur, et cetera, et cetera. Et donc, surtout quand on vient, bah, elle a l'habitude effectivement, des femmes qui sont en situation de grossesse qui viennent, donc plutôt dans des bonnes nouvelles, même s'il peut y avoir aussi de l'inquiétude. Mais quand on reçoit quelqu'un qui a des pathologies et qu'en plus on dit on veut se spécialiser, se former là-dessus, bon, voilà, Oui, on agit peut-être autrement. Et donc, bon, cette personne, je l'ai revue, oui, tu vois, l'année dernière pour une autre échographie, parce que j'en ouais, fais régulièrement. Bah, elle a pas changé, enfin, je veux dire, oui. voilà. Mais tu vois, Il elle n'y a aura fait pas une d'alliance thérapeutique entre vous, quoi. non, Clairement. j'ai bien vu en plus là, tu vois, Mm. j'avais des questions à lui poser sur je voulais faire un comparatif moi entre les 2 échographies pour qu'elle Ouais, me dise qu'est-ce qu'elle voit de différent. Bah non, elle avait pas le temps. Donc tu vois, d'accord. c'est ça qui se passe quoi. Donc elle s'est Oui, levée d'accord. avant même que j'ai fini de poser mes questions. Donc voilà, c'est pas, la personne que je vais Oui. recommander, mais pour la technicité, parce qu'elle fait des super bilans, bah écoute, très bien, on peut aller Ok. chez elle quoi. Puis après, bah, du coup, je me suis dit, bon, stop les gens libérales, là, ça commence à me saouler. Je vais aller directement au CHU de Nantes, donc à l'hôpital. Et donc, bien sûr, là, il faut une lettre d'adressage du médecin généraliste, il faut un temps d'attente de plus de 6 mois, etc. Sachant que quand on a des crises donc d'endométriose, quand on a des règles douloureuses, handicapantes, invalidantes, c'est les mots que je mets et qui sont vraiment consciemment choisis. On ne sait pas si dans 6 mois, à la date choisie du rendez-vous, on va pouvoir se déplacer. Hmm. C'est très compliqué, donc ça stresse et c'est Hmm. toute une charge mentale par rapport à ça. Mais il se trouve que j'ai eu de la chance. J'ai pu y aller à ce rendez-vous. Bon, ça nous ramène à à l'automne 2025. Oui, l'automne 2025, où j'ai rencontré cette personne référente sur l'endométriose dans le CHU de Nantes. Ok. Alors attends, parce que là tu parles d'endométriose. Tu n'avais pas encore donné ce diagnostic-là. Donc tu as été diagnostiqué de l'endométriose ou c'est Alors, comment ça se passe? on reste sur l'adénomiose, mais l'adénomiose est une forme Adénomiose. d'endométriose. Ok, Donc, d'accord. je reste là-dessus parce que c'est un terme que tout le monde connaît.
Et D'accord. la spécificité de l'adénomiose, c'est de l'endométriose, mais c'est que ça défonce ton utérus et donc comme c'est un des muscles les plus puissants de ton et puis complexes de ton corps bah, forcément ça amplifie les, comment dire? Les sensations, les tiraillements, les douleurs et cetera. Alors qu'avec l'endométriose, on peut avoir des douleurs ailleurs, mais on peut avoir Mmh. des lésions ailleurs sans douleur. Donc il y a tout un c'est pour ça que je dis endométriose parce que pour moi ça englobe Ça englobe. l'adénomiose. Faut Et se donc, rappeler. tu as des personnes qui ont de l'endométriose sans adénomiose C'est ça, et qui n'ont pas de douleur ou d'hémorragie dans leurs règles. C'est important de le dire aussi parce que c'est ça. c'est pas tout le monde qui a de l'endométriose qui a des règles hémorragiques, c'est vraiment une spécificité de l'adénomiose parce que Mmh. ça touche l'utérus. Forcément, quand il y a des cycles qui sont encore là, ben, ça vient amplifier, bah, le processus de règles où il y a de l'inflammation, Mmh. enfin voilà, tout. De toute façon, le cœur du sujet, c'est l'inflammation au final derrière. Oui, c'est ça. Donc du coup, aujourd'hui, comment tu te nommes, tu es atteinte d'adénomiose? C'est comment tu te définis, toi? Tu es malade d'adénomiose? Je provoque Heu, un peu. ouais, j'utilise jamais le mot malade, mais je parle de maladie. Enfin, voilà, je parle OK. de maladie, mais je t'avoue que je dis jamais que je suis malade, c'est ça qui est marrant. Enfin, marrant, c'est-à-dire que ouais, je sais pas, c'est pas un mot qui me vient et pourtant, je pourrais le dire, hein, mais non, c'est pas quelque chose qui alors, je pense que c'est lié au fait que j'aime pas les cases et que je pense que c'est lié quand même à ça et que oui, j'aime pas les trucs qui me figent. Donc je pense qu'il y a un côté où je sais pas ce que je dis. Moi, je dis surtout que je vis avec, des symptômes invalidants, douloureux. Je parle beaucoup plus de symptômes que de maladies comme ça, mais après Mmh. s'il faut qualifier, oui, l'adénomiose, mais comme les gens ne connaissent pas la majorité du temps et même l'endométriose qui est médiatisée, mais en fait les gens ne connaissent absolument pas ce que c'est Mmh. et enfin voilà, moi j'ai reçu, il y a le monde médical qui est ce qu'il est aujourd'hui, mais il y a aussi les paroles d'autres personnes qui, tu vois, qui m'ont dit: «Mais tu qu'à faire une hystérectomie». Oui. Mais en fait, cette manière de parler, comme si en fait tu pouvais commander une opération, ouais, dans le monde capitaliste, libéral, vas-y, fais-moi une hystérectomie. Et puis comme si les gens savaient en fait comment mon corps était fait et est-ce que j'étais opérable. Mmh. Ah, mais ça, en fait, les gens n'en ont rien à faire. Mmh. Donc, c'est intéressant de voir, enfin, moi, j'évoque ces choses-là publiquement, dans les cercles amicaux, professionnels, tout ce qu'on veut. Je tâte le terrain et je vois les réactions. C'est quand même, waouh, c'est extrêmement violent, en fait. Et je Mmh. comprends pourquoi, du coup, les femmes ne vont pas raconter ça à tout le monde. Parce que les retours sont violents Mmh. et c'est dans toutes les sphères, Mmh. familial, relationnel, amical. C'est Ouais. extrêmement violent parce que les gens connaissent pas et ne posent pas de questions, préfèrent dire ce qu'il faudrait faire. Donc toi, tu parles de symptômes invalidants. Ouais, je parle, C'est oui, de symptômes invalidants, de parler c'est vrai que c'est malade, maladie, même si j'emploie maladie, c'est pas le mot qui me vient le plus mmh. souvent et je vais dire que je parle de crise, donc je Mmh. vais parler de crise pendant mes règles, je vais parler comme ça, j'ai des crises, et je vais parler oui, c'est vrai que je vais beaucoup plus parler aujourd'hui, hein, j'ai mis du temps à parler du mot incapacité, invalide, handicap, c'est des mots que je n'employais absolument pas avant 2025. Mais le chemin faisant, et puis surtout réalité faisant, je ne pouvais plus dire autre chose parce que je constatais que les symptômes que je vivais bah, me bloquaient totalement ma vie Mmh. relationnelle, mais même ma vie tout court, c'est-à-dire dans le sens vital, c'est-à-dire énergie vitale, le fait de pouvoir manger, m'asseoir, bouger, ça m'empêche. Mmh. C'est quelque chose qui empêche de vivre en fait et qui peut amener, quand on perd aussi beaucoup de sang, à la peur de mourir Mmh. ou avec les douleurs, à l'envie de mourir. Donc on Mmh. est aussi sur ce rapport de questionnement que moi que j'ai beaucoup exploré aussi sur mon rapport à la vie et à la mort. Et Mmh. donc ça aussi, c'est ultra tabou, c'est des choses dont on parle pas. Donc en fait, c'est vrai que du coup, je parle pas de maladie, je parle de symptômes parce qu'il y a plein de symptômes très différents et ça emmène aussi, et ça touche toutes les sphères de la vie. Et il n'y a pas une seule sphère, j'ai envie de dire, il n'y a pas une seule sphère de la vie qui n'est pas impactée, questionnée. Mmh. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus quel est ton quotidien là, pendant tes crises menstruelles, tes crises de douleur? Qu'on Alors, comprenne un peu mieux, ce qui se passe bah, pour toi?
Jusqu'ici, alors comme je parlais parce que je suis en test de quelque, donc Ok, c'est pour ça que je parle de comme ça, je suis en test d'un protocole, voilà, d'une stratégie, on va dire, une stratégie médicale, je sais pas comment on pourrait dire. Et donc je fais un test, et donc c'est pour ça que je vais parler jusqu'ici, c'est parce que je suis en plein dans le début du test et je ne sais d'accord, pas si, par exemple, dans les semaines à venir, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se stabiliser ou pas, ou qui va changer. C'est pour ça que je dis ça, en d'accord. tout cas à l'heure actuelle. Donc jusqu'ici, et ça s'était bien accentué, là, j'ai la chance d'avoir des règles régulières, donc je pouvais anticiper Hmm, le moment où mes règles allaient arriver, et donc je pouvais caler toute ma vie professionnelle autour de ça. d'accord. Et pendant longtemps, enfin pendant plusieurs années, j'ai pu m'organiser autour de ça. J'avais l'impression qu'il n'y avait aucune conséquence sur après mes règles, que je revenais dans la vie comme ça et que voilà, je repartais comme voilà, comme si tout allait bien, etc. Donc j'étais dans ce côté, je ne parle pas de ce que je vis, voilà, c'est caché, c'est de toute façon je ne sais pas à qui en parler. Et puis, ça a commencé à s'aggraver et donc là, j'ai commencé à avoir des douleurs aussi au niveau de la période d'ovulation. Donc ma fenêtre de temps tranquille commençait à se réduire Hmm, et en 2023, j'ai aussi le diagnostic d'anémie. Donc j'ai une ferritine qui est ultra basse, c'est-à-dire qui est presque à 0 de et par ces menstruations hémorragiques, on le rappelle. exactement, exactement. Et donc quand je vois le regard des gens, quand je parle des professionnels de santé, quand je leur parlais de règles hémorragiques, qui ne me croyaient pas. Donc à un moment donné, il fallait, prouver, ce qui était en train de se passer. Hmm. Et à un moment donné, de la ferritine qui est ultra basse, ça commençait à toucher l'hémoglobine. Ah Et oui, donc là, c'est très dangereux. Et donc, le mois de mars 2026, je suis allée, j'ai insisté pour avoir des perfusions de fer parce que ma complémentation orale ne suffisait n'était pas plus. suffisante. Bah oui, même si je prenais une super bonne forme de fer, même si j'étais au taquet, parce que j'allais dire, je me suis formée, mais je suis ultra renseignée sur comment on Ouais. prend le fer et comment il peut être absorbé par le corps. Sauf que toutes les 3 4 semaines, rebolote, quoi. Donc le corps ne supporte plus et s'épuise. Et là, j'ai dû insister pour avoir ces perfusions de fer parce que c'était pas gagné. Il y a quand même un gynécologue qui m'a sorti que ça coûte trop cher. Voilà. Donc, Qu'est-ce qui quand coûte trop cher? De quoi? De faire une perfusion de des fer. perfusions? Ok. Ouais, voilà. Donc Tu, tu... il me dit, ça coûte trop cher, et alors que moi je suis en PLS. Donc donc là, ben j'ai sorti les emails, j'ai appelé mon généraliste pour qu'il appelle le CHU pour que j'ai une perfusion de fer avant mes prochaines règles, parce que moi je sentais bien que ça allait être fini pour moi si Ah je ouais. n'avais pas une perfusion avant. Bah, quand une hémoglobine à 8, je pense que ça devient chaud, quoi. Et donc en plus, je lis des témoignages de femmes qui sont vraiment dans des états de survie plus plus et qu'on n'écoute pas, qu'on ne soigne pas, qui vont aux urgences et qui rentrent chez elles avec un Doliprane. C'est encore le cas en 2026. Hmm. Donc moi, je suis en alerte de ça et je n'ai pas envie de finir aux urgences et d'être en train d'attendre 5 heures sur un siège. Donc il y a quelque chose où c'est pour ça que je parle de stratégie, parce que j'ai compris depuis cette année, donc je n'avais pas compris avant, j'ai compris cette année qu'il fallait être stratégique, pas seulement dans mon business, mais aussi dans le Dans rapport à ta la santé, santé. quoi. Ouais. Et Hmm. le Ok. rapport au monde médical, qui lui est aussi en souffrance et en destruction. Donc forcément, faut être stratégique. Il y a Ok. un peu ce côté, faut sauver sa peau, et c'est clairement ce que j'ai fait là. Tu vois. Donc je ne sais pas quel sera le prochain épisode, mais c'est ça que j'ai dû faire là. Donc je suis allée jusque là. C'est pour expliquer. C'est très intéressant ce que tu soulèves parce qu'il y a vraiment ce truc de, en fait, il faut que j'ai, moi, les connaissances, que j'ai la vision de ce qui peut m'arriver si, enfin, c'est-à-dire donc les témoignages d'autres personnes qui ont été encore plus loin que moi, Mm. etc., pour comprendre ce dont j'aurais besoin maintenant pour Mm. ensuite aller le demander au Mm. corps médical, quoi. Ah ouais, carrément. Donc là, tu deviens experte de ton sujet, Ah bah, quoi. ah bah oui. Et puis en fait, le truc, c'est que moi, en plus, je suis du genre, j'aime pas déranger. Donc je me dis aussi que si on me donne pas ça et ça, c'est que Oui, il y a une ils doivent raison. savoir pourquoi. Oui, Mais là, après, à un moment donné, j'ai fait non. Là, ça, c'est en train de vriller, ça va pas du tout. Et là, c'est oui. le corps qui parle, c'est mes sensations qui parlent. Et là, je me dis, j'ai pareil, par rapport au silence et à la pilule, je me suis dit non, mais là, en fait, j'ai pas fait tout ce travail là lié à reconnecter mon corps, mes sensations, enfin, le travail traumatique, psychotrauma et tout ce que tu veux, pour là entendre un message
Hmm. et ne pas l'écouter parce que soi-disant, il y aurait des personnes qui sauraient mieux que moi, alors que j'ai bien vu que que ça allait pas du tout dans le rapport, d'être gynécologue et de parler comme ça aux femmes, quoi. Il m'a pas dit que ça, il y a d'autres choses qui m'a sorti. Je me suis dit, mais d'où il sort ce mec-là? Waouh. Et en fait, mon quotidien, on va dire, a beaucoup changé pour prendre cette question. C'est-à-dire, je suis passée de je m'adapte, je me suradapte, je tire sur la corde, parce que moi je suis une guerrière, donc bon voilà. Et donc je trouve des stratégies. Évidemment, pendant tout ce temps, je ne l'ai pas dit, mais depuis 2020, je suis évidemment pas que sur le corps médical pour trouver des solutions, je suis sur tous les fronts. Donc je suis sur la naturopathie, l'ayurveda, la médecine chinoise, l'acupuncture, l'ostéopathie. Enfin bref, moi j'investis tout Hmm. et je cherche. Et tout ça, c'est des années de recherche, c'est des années d'essais-erreurs, des années aussi à espérer, et évidemment, il ne se passe rien. Enfin voilà, c'est aussi de la Et puis thune, l'argent. évidemment. Ah ben, c'est clairement Et de puis l'argent. l'argent, ouais. Ouais. C'est une Ouais. énergie professionnelle parce qu'à un moment donné, justement, moi, à l'été 2025, j'étais tellement épuisée de cette anémie, de ces douleurs, de ce truc qui revient en permanence, qui me traumatise, hein. Il y a une anticipation, il y a de l'anxiété, etc. En fait, que j'arrête des projets professionnels qui marchent, qui cartonnent. Donc moi, Hmm. je suis en train de voir qu'il y a des choses qui fonctionnent parce que j'ai tellement tiré qu'en fait, ça fonctionne dans le sens, les choses tournent. Et en fait, là, en fait, c'est mon corps, lui, qui tourne plus pour faire tourner cette machine-là. Et je suis obligée d'arrêter. Et en fait, j'arrête un projet, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Hmm. Donc, je laisse imaginer l'impact quand on est indépendante sur notre chiffre d'affaires et donc sur notre revenu personnel et Hmm. les conséquences que ça a en termes de stress matériel, financier, etc. C'est là que je découvre aussi tous les sujets auxquels moi j'étais sensibilisée quand j'étais accompagnante dans le social, la MDPH, la LD, la RQTH, tous ces sujets-là, mais pour lesquels moi je me reconnaissais pas légitime pour aller dire j'ai un problème, il faut m'aider. Donc mon parcours d'accompagnante, insertion sociale, etc., c'est comme s'il me revenait avec, tu vois, ce Ouais. savoir-là aussi que Ouais. j'ai, et je le ramène aujourd'hui à mon service. Et donc, dans l'endométriose et l'adénomiose, c'est très compliqué d'avoir une reconnaissance de handicap. C'est très, très, très compliqué déjà pour plein d'autres pathologies. Mais alors là, comme on dit, c'est une pathologie invisible. Donc, c'est très compliqué d'avoir une reconnaissance et d'avoir une aide. Mais je suis dans cette démarche de prendre les renseignements. Et donc, c'est pour ça que je parle du mot handicap, parle de handicap fluctuant, handicap invisible. Et moi, je me reconnais très bien dans ces termes-là parce qu'il y a des moments où je suis super en forme, où je peux parler, comme là, je suis en train de le faire. Et c'est ce Ouais. qui fait aussi que les gens comprennent pas, ou ont des doutes, parce que, en fait, je suis pas tout le temps dans cet état-là et que ça, je vais pas le filmer, je vais pas en faire un documentaire, quoi. Hmm. C'est intéressant de le faire, mais moi, j'ai pas envie de faire ça. Donc, Ouais. je parle après coup. C'est ça mon truc. Et donc, ma vie a changé, ma vie professionnelle a changé, ma Waouh. vie relationnelle a changé. Tout a changé parce que avec la maladie, tu as l'isolement. Tu as les gens qui viennent plus te voir, les gens qui comprennent pas, qui veulent pas comprendre. Très clairement, il y a aussi les gens qui veulent pas comprendre. Il y a les gens qui ont peur aussi quand tu parles de maladie. Ouais. Il y a vraiment le relationnel change beaucoup parce que en fait, toi, tu annules des rendez-vous, tu annules des choses. Et en fait, les gens, au bout d'un moment, ils comprennent, mais après, ils t'invitent plus, quoi. Il y a un truc un peu qui se passe un peu comme ça. Parce que tu viens plus, parce que c'est-à-dire qu'avant, par exemple, si je me déplaçais beaucoup, donc je retournais en Île-de-France ou enfin, il y a plein de raisons qui font que, après, Hmm. les gens ne te le disent pas, donc effectivement, tu ne sais pas. Mais je sais qu'il y a ce doute, il y a ce Hmm. doute que les professionnels du médical ont, que les gens ont, que tout venant a, et que tes amis, ta famille peuvent avoir, parce que en fait, il y a des moments où tu es en forme, où tu es là, et donc il y a une espèce de doute sur, mais qu'est-ce qui se passe quand tu n'es pas là, quoi? Parce qu'on Hmm. on ne le voit pas. C'est bien pour Ah ça que oui, c'est le doute l'endométriose, dans la notion de sceptique, quoi. En fait, ils sont oui, sceptiques de est-ce que tu dis la vérité, quoi? Est-ce que tu mais dis vraiment que... complètement. Et surtout, comme en fait, Hmm. les gens c'est pas comme une personne, tu vois, comment dire, qui va dire qu'elle a un cancer, qu'elle a une maladie, enfin, un cancer. Parce Hmm. que, en fait, dans l'imaginaire, il y a quelque chose qui est complètement différent.
il y a la chronicité de la maladie. Et en fait, les gens ne comprennent pas que dans la notion de chronicité, ça ne se termine pas. Donc, Mmh. en tout cas aujourd'hui, parce que moi, pour moi, un jour, il y aura des choses qui vont évoluer au niveau recherche et médical. Quand on se penchera vraiment sur, on mettra de l'argent sur la recherche sur le corps des femmes, il y aura de l'évolution. C'est évident pour moi. Mais aujourd'hui, en tout cas, on va parler de chronicité. Et donc, les gens ont du mal à comprendre que, bah ouais, là, t'es bien, là, t'es pas bien, là, t'es bien. Ils ont du mal à comprendre ça. Quand Mmh. tu vis pas la chronicité, tu comprends pas, en fait. Et en fait, ça saoule. C'est limite, on dirait que les gens sont saoulés de ta chronicité, de Mmh. tes symptômes chroniques. Donc, toi, à un moment donné aussi, tu n'as plus envie d'expliquer. Tu n'as pas le temps, tu n'as pas la patience, tu n'as même pas l'énergie. Donc, donc, tes relations changent. Et je sais pas, je peux pas dire c'était des amis ou pas des amis, tu vois, parce que je qualifie même plus les gens comme ça maintenant. Ouais, Aujourd'hui, tu vois, OK. j'ai des relations et ils Ouais. sont plus ou moins intenses, tu vois. Et en fait, il y a ça. Et puis il y a le pro qui fait aussi que aujourd'hui, et ça c'est vraiment venu me chercher, donc depuis cet été 2025, où en lâchant les choses petit à petit, en lâchant mon métier d'accompagnante, en lâchant beaucoup de choses, il y a eu aussi de la place pour continuer ce processus que je menais moi depuis plusieurs années sur me remettre au centre de ma vie. Mmh. Et donc là, il y a de la place pour mes projets ou ma vision de quand j'étais petite, quand j'étais enfant, et OK. avec l'époque qu'on vit aujourd'hui, de la remettre en lien en fait avec cette époque-là. Et tu vois, aujourd'hui où je sais que j'ai envie de parler de santé, j'ai envie de parler de santé des femmes, et j'ai envie d'être justement une personne qui parle de ces sujets. C'est aussi pour ça que je suis là, Mmh. parce que je sais que tout le monde n'a pas envie de parler de ces sujets-là. Moi, j'ai envie d'en parler parce que je sais la puissance de la parole et de l'expérience partagée. Je participe à des groupes de parole, tu vois, sur les maladies invisibles, où en fait, on ne parle pas de nos maladies, mais on parle de ce qu'on vit. Et c'est extrêmement puissant comme processus de relation pour retrouver de l'humanité. Parce que dans tout ça, quand on a mal, quand on a peur de mourir ou quand on a envie de mourir, l'humanité, elle est plus trop là. Hein. Donc, y a une importance de retrouver en fait les relations. Et donc, moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est comment ça redistribue les cartes quand tu avais ton plan prévu dans ta tête et que en fait ça casse la baraque, c'est pas ton plan, Mmh. qu'il y a beaucoup d'inconnus, parce que là je disais que je fais un test, bah en fait j'ai des symptômes bizarres qui apparaissent, je suis en train de reprendre en fait une progestative, donc je ne OK. voulais pas, mais voilà, Donc une pilule progestative. Tu es en train de voilà, reprendre ça. OK. exclusivement progestative, qui OK. apparemment est conseillée ou très, comment dire, prescrite dans le cas de l'endométriose adénomiose. OK. Donc, bon, moi j'ai eu du mal à tester parce que quand j'ai lu la notice, il y avait écrit dans le cas d'adénomiose et de Ouf. règles abondantes, ne surtout pas prendre cette progestative. Et puis, je raconte vraiment ça parce que c'est ce que les femmes peuvent rencontrer. Hein. Puis, je pense Oui. aussi aux jeunes femmes qui ont 20 ans, qui sont là complètement perdues, ou à celles qui ont 55 ans et qui sont aussi perdues. Et où on te dit, là, le mec me dit, le gynéco me dit, en fait, c'est pas celle que j'avais vue au départ qui est référente endo, c'est un interne, je sais pas, enfin, qui vient et j'avais pas prévu de le voir lui, mais c'est lui qui vient. Et en fait, il me dit, mais faut pas lire la notice. Ah bah oui. Donc là, je Oui, suis c'est là en le mode. classique de non, faut jamais lire, surtout jamais lire les effets secondaires. Et il me sort en plus un discours sur les labos pharma, comme si je connaissais pas ce sujet. Je le Mmh. connais, ce sujet. Mmh. Donc, je connais ce sujet. Donc, bon, il va pas me la faire à l'envers. Lui, il prescrit des médocs tous les jours. Donc, c'est pas à moi qui doit parler de labos pharmaceutiques et de lobbying, tu vois. Et donc, moi, je lui dis juste, il y a écrit ça. Et je voulais juste une explication sur pourquoi cette progestative et pas une autre, puisqu'il y en a plein d'autres. Mhm. C'était juste ça que je voulais avoir comme discussion. Bah, il n'y a pas eu l'espace. Et là, en fait, j'ai senti que j'étais tellement à bout que j'ai fait aussi une démo avec mon généraliste en mode on va faire une prise de sang sur ma ferritine et toutes les normes de fer, etc. avant mes règles, juste avant, genre 1, 2 jours, et on va les faire après. Et là, en fait, j'ai amené ces analyses pour démontrer par A plus B Ouah. que oui, mes règles sont hémorragiques. Et voyez la courbe de ferritine qui passe de 21 à 6, comme En ça, quelques jours. ouais, en une En semaine. combien de jours? En une En une semaine. semaine. En une semaine. Et que l'hémoglobine est au plus bas. Et que là, en fait, il me faut des prises de fer direct dans le sang. Et donc, Hmm. voilà, j'en ai eu 2, tu vois, pour remonter. Et là, je vais bientôt refaire une prise de sang pour savoir à combien c'est remonté. Je teste la progestative en parallèle. Je ne sais pas ce qu'elle va faire comme effet.
Voilà, j'en sais rien. Ok. Et tu vois, le mot de ma stratégie, c'est remonter mon fer, retrouver de l'énergie et repartir sur un cycle de recherche à l'extérieur de mon territoire s'il faut, parce que j'avais pas du tout l'énergie d'aller à l'extérieur de mon territoire jusqu'ici, quoi. C'était C'est-à-dire sortir de Nantes, quoi. Ne pas aller, enfin, aller ah ailleurs oui, qu'à Nantes pour bah trouver oui. un professionnel. Quitte Donc à là, chercher, ouais, quitte à chercher et aller dans d'autres endroits parce que, en fait, on parle d'errance thérapeutique, on parle d'errance médicale, on parle d'errance de diagnostic, mais il y a cette errance thérapeutique, c'est-à-dire, une fois que tu as ton diagnostic, ouais, tu fais quoi? Et en fait, on te parle de pilules généralement et parfois on et va te parler de d'hystérectomie. parfois, mais c'est vraiment aujourd'hui, on sait que c'est plus l'intention première de faire des opérations parce que quand on touche aux lésions, Bien sûr. il y a des adhérences et donc c'est déjà le problème de l'endométriose, c'est les adhérences. Donc on recrée de l'adhérence. Donc en fait, on évite de toucher. Voilà, on évite quand même de toucher. Mais ça peut être une solution pour plein de gens. Et il y a plein d'autres technologies qui certainement se développent ou se développeront dans les années à venir. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et ça, c'est très lié au fait que les personnes parlent. Parce que si on ne parle pas, c'est normal que Ouais. tout ça reste aussi sous silence puisqu'on ne veut pas s'en occuper. Hmm. Mais c'est aussi pour ça que le podcast existe, enfin voilà, que j'ai envie de donner la parole aussi aux personnes concernées, parce qu'effectivement, en fait, moi j'en ai marre d'entendre des gens qui me disent, bah voilà, on m'a proposé la pilule ou l'opération, et c'est tout, en fait. Et que, en fait, enfin oui, c'est bien d'avoir un diagnostic, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Quelles sont les solutions? Et c'est là que c'est très problématique, en tout cas à l'heure actuelle, du suivi de ces douleurs. Parce que là, en fait, ce que tu es en train de nous dire quand même, c'est que concrètement, t'essayes juste d'être sur tes deux pieds, parce que en fait, Mmh. d'avoir une anémie en fer et une chute d'hémoglobine, c'est qu'il y a quand même, enfin voilà, t'es juste très 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 faible physiquement au niveau de ton corps, quoi. Et là, on parle même pas de la douleur, c'est que t'es toujours, enfin là, que t'es même Oui. pas à la recherche de ne pas avoir mal, t'es juste à la recherche de pouvoir te lever au bout Mmh. du 6e jour de menstruation, quoi. Mais oui, et ben donc les douleurs, en fait, donc j'ai des antidouleurs de palier 1, palier 2, Mhm. mais Ouais. voilà, c'est Donc pas on ça n'est qui plus sur soigne. des anti-inflammatoires, quoi. Là, on est sur des Ouais, antidouleurs. Ok. ouais, c'est ça. Enfin, je crois que j'ai les 2, même anti-inflammatoire plus antidouleur. D'ailleurs, je savais pas, moi, je croyais qu'on pouvait pas combiner, telle et telle chose et j'apprends qu'on peut combiner, les choses. Mais bon, voilà, ça moi, ça me soigne pas, ça défonce mon estomac, ça me crée d'autres symptômes sur les symptômes. Donc en fait, moi, je sais que ça m'arrange pas, en fait. Hmm. Heureusement qu'à côté de ça, justement, j'ai bougé mon alimentation, en mode anti-inflammatoire, même si c'est pas parfait, je sais que ça aide au niveau de ma digestion, que ça rajoute pas justement du symptôme. La prise de fer, il faut faire très attention justement à sa digestion. Donc, je me dis, mais heureusement que je fais ça à côté, parce que si je faisais pas ça et je rajoutais les antidouleurs avec cette puissance, mais mon corps, il serait complètement défoncé, Ouais. quoi. Ouais. Donc, il y a les plantes. Moi, je prends beaucoup de tisanes, je travaille beaucoup avec les plantes. Et donc, tout ce savoir aussi de reconnexion avec les plantes, ben, pour moi, c'est aussi important parce que c'est ça qui équilibre. Et c'est pour ça aussi que je teste la progestative alors que je voulais pas mettre sous silence mes cycles. C'est parce que je sens que je peux contrebalancer les effets négatifs de cette progestative par rapport à tout ce que je fais d'autre à côté, en fait. Et Hmm. que le monde médical, en tout cas les personnes que j'ai en face de moi, ben, sont pas en alerte, en écoute, même si, tu vois, il y a un programme d'éducation thérapeutique patiente, là, ce qu'on ETP, on appelle ça, Ouais, pour ouais. les maladies chroniques. Bon, il y a ça, et donc tu vois, je me suis inscrite. Bon, il faut que Ok. j'attende 2 ans, hein, pour y aller, parce qu'il y Ah a, oui, il y a un délai de 2 ans là, à Nantes. Ok. ouais, il y a un délai de 2 ans. Et en fait, tu vois, c'est 6 séances en groupe avec avec d'autres patientes, avec des expertes, des gynécos, enfin, nutritionnistes, etc. Bon, il y a plein de choses que je connais, moi, là-dedans, mais j'y vais pas avec cette intention, justement, je découvre c'est quoi les conséquences de la maladie, etc. J'y vais dans l'intention du réseau. C'est pour Hmm. rejoindre ce sujet de la stratégie. Parce que je parle de ça parce que c'est venu la semaine dernière dans mon esprit en mode non, mais en fait, il faut que je sois stratégique. Là aussi, il faut que je sois stratégique. Je peux pas me reposer, en fait. Et là, non, Estelle, tu peux pas te reposer. Il va falloir y aller. Et donc, je me suis dit, OK, je vais y aller là-dedans, je vais m'inscrire. Bon, je savais pas qu'il y avait 2 ans d'attente, mais tu vois, dans cette optique de rencontrer d'autres professionnels,
de ce CHU, de rencontrer d'autres patients de mon territoire et de justement être dans cette dynamique collective de ce qu'on appelle la santé avec les pairs, la santé collective, la santé communautaire. Moi, c'est Mmh. ça qui m'intéresse. Et Mmh. donc, je sais que le monde médical est en train de bouger vers ça aussi et c'est super, tu vois, et je sens, moi, que j'ai envie justement d'aller dans les formations de patientes expertes, enfin, de pairs aidants, etc. Je sens qu'il y a un chemin Mmh. par là, et pas forcément pour aller accompagner les autres, mais pour parler d'une certaine place, d'une certaine posture. Et c'est ça qui bouge, où je Mmh. sens que il faut s'incruster, je vais le dire comme ça, il faut s'incruster en fait Mmh. dans. Enfin, moi, en tout cas, aujourd'hui, j'ai l'énergie pour ça, j'ai la force pour ça, mais demain, je sais pas. Et je l'avais pas il y a un mois, hein. En mars, on n'aurait jamais Ouais. pu faire cette interview. On n'aurait jamais pu faire cette interview en mars. J'ai eu 11 jours de pause en mars. 11 jours, j'ai compté exprès parce que j'ai eu les douleurs d'ovulation qui se sont enchaînées avec les règles, j'ai même pas eu de pause entre les deux. Donc, Quand tu dis de pause, c'est t'as eu 11 jours où tu n'avais pas mal. oui, Ou c'est ça, c'est oui, ça. c'est ça. Enfin, Et sur les... j'avais calé un déplacement à Paris, tu vois, à ce moment-là, je me suis dit, mais quand même dans ce bordel, j'arrive à. Parce qu'il y a une anxiété à me dire, je vais placer un déplacement. Et imagine, j'ai Mmh. une crise, et puis Ouais. je suis pas chez moi, comment ça se passe? Ouais, comment Donc, ça va se passer? tu vois, il y a toute une Ouais, angoisse que j'avais bien pas du tout sûr. avant, Bien sûr. il y a toutes ces années avant. Donc, je pense que la pilule que j'ai prise pendant 15 ans a masqué des symptômes jusqu'à ce que, voilà, en 2016, j'arrête. Et puis après, bah, entre guillemets, tout se révèle. Ouais. Et en fait, là, en mars, je suis tellement arrivée au bout et je me suis dit, je prends des perfusions de fer. C'est pas pour que le cycle prochain, je retrouve des hémorragies. Je me suis dit, c'est pour ça que je commence la progestative, pour avoir une stratégie à 6 mois, je sais pas, en me disant, pendant 6 mois, peut-être que je peux trouver une pause pour continuer à chercher, parce que il est évident pour moi que, pareil, ce gynéco me sort, bah, vous pouvez la prendre pendant 10 ans jusqu'à votre ménopause. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette stratégie en carton? Non, non, moi, non, il faut qu'on soit un peu plus créatif, justement, un peu plus stratégique, créatif, innovant et pas en mode plan-plan, quoi. Donc, Mmh. voilà. Donc, Mmh. moi, j'ai mon idée et c'est pour ça que au niveau territoire, ben, voilà, je regarde ce qui se passe. Il n'y a pas non plus des masses de choses qui se passent ici, mais de pouvoir comment dire, faire du lien avec d'autres personnes. Tu vois, j'ai demandé Mmh. aussi à avoir un algologue. Et Oui. pareil, cette personne m'a dit, ça sert à rien, vous allez être dopé à la kétamine. Et là, je me suis dit, mais je veux juste un contact, en fait. Je suis quand même Ouais. dans une grande ville, dans un CHU. Pourquoi je ne pourrais pas avoir ce contact-là? Et ce qui est fou, c'est que le TP, il y a des Il y a algologues. des algologues dedans, Donc, bien sûr. Il va y avoir une algologue qui va intervenir dans le podcast, justement. J'ai pas le numéro de l'épisode, mais il va y avoir une algologue qui va venir effectivement intervenir parce que c'est l'algologue, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, euh, c'est un ou une médecin spécialisée dans la douleur, donc qui au-delà de la cause de la douleur, juste prend soin de cette douleur-là, quoi. hmm. Et donc, effectivement, il commence à y avoir des personnes en algologie spécialisées dans les douleurs menstruelles, en tout cas dans ce qu'on appelle les douleurs pelviennes en général, quoi. Oui, et puis enfin, pour moi, la douleur, comme j'en ai plusieurs de plusieurs types, donc j'ai vraiment cette douleur des règles, des Ouais, douleurs j'ai d'autres douleurs au niveau des nerfs, puisque moi, les douleurs, elles descendent jusque dans les jambes, dans ma ok. jambe gauche. Et donc là, on est sur les nerfs. Et là, l'ostéopathie, par exemple, qui m'aide beaucoup pour tout ce qui est circulation au niveau du ventre, etc., du petit bassin, là, sur la jambe, ça, pour l'instant, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas eu d'effet. Et Hmm, en fait, donc, j'ai 3 types de douleurs différentes. J'ai une douleur au ventre au niveau gauche et on ne sait pas ce que c'est. J'ai beau faire des échographies à cet endroit-là, on ne voit pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Et en fait, je disais, mais moi, je veux aller voir c'est quoi ces 3 douleurs. Et justement, il y a peut-être des douleurs qu'on peut travailler, oui, en allopathie, mais il y a peut-être des douleurs, justement, quand c'est lié au nerf, qu'on peut travailler sur la désensibilisation du système nerveux et de ce nerf en bien particulier qui sûr, traverse ma ouais. jambe. Et en fait, c'est ça, tu vois, ma quête. Tout ça, c'est des longs processus. Mais après, si on a des barrières à l'entrée de gens qui soient soi-disant spécialisés et qui nous empêchent d'y aller, là, ça devient compliqué, quoi. Hmm, Donc, hmm. mais moi, la douleur, pour finir sur ce point de la douleur, bah, déjà, elle me fait souffrir, donc Oui, au déjà. point d'hurler.
Donc, je hurle en me retenant. Donc, c'est un processus un peu bizarre. Ouais. Et Mais je, c'est cette envie de hurler qui est présente, quoi. en tout cas, de faire du son, Ouais. de sonoriser, je sais pas, de faire du son, de laisser la voix parler. Mhm. Je sais que ça produit quelque chose aussi sur le système nerveux. Donc, du coup, ça régule aussi Mhm. quelque chose pendant la crise. Le temps que l'anti-inflammatoire, l'antidouleur fasse effet ou pas, parce que des fois ça fait effet, des fois je l'ai pris trop tard. Mm. Donc il y a aussi tout cet apprentissage-là, que j'avais pas ces connaissances-là au départ de à quel moment on prend, c'est le bon moment de prendre les choses. C'est pas des choses qui sont enseignées, hein. Donc Ouais. il faut chercher aussi ces informations-là ou sur des tests et erreurs sur soi. Donc moi en tout cas les douleurs m'ont amené sur des phases de désespoir, sur vraiment des choses très profondes et sur ce cumul de... Parce que c'est un cumul douleur, perte de sang, qui fait que, en fait, il y a une forme de... où je suis alitée, quoi, pendant plusieurs jours. En fait, Mm. pendant 7 jours, je vais être alitée. Donc, je vais me lever pour aller aux toilettes, je vais me lever pour manger, mais difficilement, donc vraiment très difficilement. Des fois, je n'arrive pas à manger, de toute façon. Et puis, je vais Mm. très peu parler parce que j'ai même pas l'énergie de parler. Je suis pas là, quoi. Je suis une autre personne. Enfin, Mm. je suis une morte vivante, on va dire ça comme ça. Wow. Donc, Est-ce que tu peux nous c'est... décrire un peu plus effectivement ces moments de crise-là? Du coup, est-ce qu'il y a des pics de douleur? Est-ce que, enfin, tu vois, à combien elle est ta douleur? Est-ce que tu peux nommer un peu des échelles? Comment ça se passe pour toi? Je pense que je suis à 10 sur 10 de ce que, voilà, je suis dans Ouais. l'insupportable. On continue, alors des fois avec des pauses, et des fois avec des pauses où j'ai l'impression que ça va, et en fait, le soir, boum, il y a une espèce de reprise. Mm. Et en fait, chaque cycle, ça bouge quand même. Ah oui. Ces derniers temps, chaque cycle, ça bouge parce que chaque fois, moi, je fais bouger avec mon ostéopathe et mon acupunctrice. Donc, en Mm. fait, c'est forcé que ça bouge. Je fais des tests avec des plantes ou des choses, donc du coup, ça bouge. Donc, mais ça bouge pas forcément dans le bon sens. Mais Ouais. souvent, enfin, il y a quand même ce côté montée, voilà, montée lancinante et douce de la douleur qui fait que souvent, moi, j'ai le réflexe de me dire, ouais, ça va aller. J'ai beau connaître le truc, je me dis: «Non, mais ça va» et en fait, heureusement que je vis avec quelqu'un parce qu'en fait, je Mm. serais certainement plus là. Je vis avec quelqu'un qui, s'occupe de moi, qui est un aidant, en fait, hein, vraiment qui a Mm. un Bien rôle sûr. d'aidant pour, prendre soin de moi, me surveiller, parce que j'ai des baisses de tension. Je me suis aussi évanouie, sur ma bibliothèque, j'ai pris des objets sur ma gueule et Ok. ça m'a fait ça m'était jamais arrivé parce qu'en Ouais. fait, à chaque fois, je pense que je me retenais. Enfin, je sais pas, je trouvais une astuce pour pas m'évanouir. Je Ouais. sais pas ce que je faisais et là, en fait, ça m'a pris de court et waouh, et puis j'ai senti après quand je revenais que c'est comme si j'étais revenue des morts, quoi. J'avais un coup d'adrénaline. Donc, en fait, il y a la douleur, il y a c'est pour ça que pour moi c'est important, c'est que c'est pas que la douleur, c'est la douleur qui envoie dans les tours et qui, fait penser que vraiment on va crever et qu'on va y passer. C'est la répétition de la douleur sur plusieurs jours où il y a des pauses où on se dit: «C'est bon, c'est fini». Parce qu'avant, Mm. c'était le cas. Avant, j'avais 1 jour de douleur, 2 jours de douleur et après ça passait. Et là, maintenant, c'est 7 jours de douleur, puis des fois, il y a des pauses à l'intérieur de ces 7 jours et puis des fois, il y a la phase folliculaire, l'ovulation qui arrive derrière et en fait, j'ai 3 jours de pause, puis après, j'ai une semaine de douleur liée à l'ovulation, avec les mêmes Mm. douleurs dans les jambes. Donc, des douleurs qui sont très aiguës dans la jambe où on est obligé enfin, mon conjoint me masse la jambe pour essayer de faire passer la douleur parce que et l'anti-inflammatoire n'agit pas sur cette douleur-là. Ouais, sur les douleurs neuropathiques. Ouais. Voilà, exactement. Mm. Donc, c'est un changement de vie vraiment drastique, hein, j'ai envie de Mm. dire, sur un recul de l'espace public. C'est-à-dire, en fait, il y a moins d'espace où aller, plus de stress à aller, à l'extérieur, enfin faire des choses, sans avoir à anticiper de: «Est-ce que je suis dans une bonne phase ou pas?» Donc c'est ça Mm. qui est très compliqué, donc un repli, enfin voilà, en conséquence, c'est ça, un repli sur soi, un repli, une forme d'isolement, enfin bref, une sensation d'être seul à vivre ça, quoi, en fait. Alors que non, on est des millions à vivre ça. Donc Oui. voilà, mais on est des millions cachés. Donc Ouais. l'idée, c'est de se décacher et de dire justement, là, en fait, j'ai mal, j'en peux plus d'avoir mal, c'est pas normal d'avoir mal,
je veux qu'on m'aide et qu'on fasse quelque chose, et je ne tolère pas qu'on vienne me dire que c'est normal que je reste comme ça. Mmh. En silence, s'il vous plaît. Mmh. Parce que c'est ça qu'on dit aux femmes aujourd'hui, c'est ça qu'on dit. On leur Mmh. dit de rester en silence avec leurs antidouleurs ou leurs anxiolytiques, parce que dans l'endométriose, on a aussi des anxiolytiques et qui peuvent aider d'ailleurs par rapport aussi justement aux douleurs qui sont liées aux nerfs. Mais voilà, ça met en silence tout le monde, en fait, Mmh. et c'est quelque chose qui est bien peut-être pour faire des pauses, pour réguler quelque chose, mais c'est important, à mon sens, de continuer à être en recherche, quand on peut en tout cas, Mmh. et de mobiliser sur ça. Bah, parce qu'il y a des conséquences aussi à tous ces traitements-là, enfin tous ces médicaments qui sont pas des traitements d'ailleurs, mais qui sont des médicaments qu'on prend à défaut d'en prendre d'autres. Il y a des conséquences aussi, qui se rajoutent, donc Mmh. qui se rajoutent aux symptômes. Mmh. Comment tu J'aimerais t'entendre sur, toute cette notion d'adaptation, en fait, que tu as dû faire dans ta vie professionnelle, dans ta vie relationnelle. Tu me parlais, quand on échangeait avant l'enregistrement, de ce deuil de la vie d'avant et de cette adaptation à cette nouvelle chose. Comment tu le vis? Comment tu te sens par rapport à ça? Au départ, je pense que je voulais pas du tout m'adapter, déjà, et que comme je disais, je tirais sur la corde jusqu'au bout, donc je pense que j'ai fait ça. Comme je faisais des tas de tests et des tas de suivis, j'en ai vu des naturaux, tu vois? Ouais, Et des ouais. naturaux dits spécialisés en endo, machin chose, j'en ai vu, et donc en fait, ça m'a fait progresser sur plein de choses, certainement, que voilà, mais pas sur, les symptômes de la douleur et du sang, ce qui sont les 2 symptômes qui sont handicapants pour moi et qui me coûte, beaucoup, et donc je pense qu'au début, j'étais dans ce truc de, je tais, ça va bien fonctionner à un moment donné, et je comprenais pas pourquoi justement ça fonctionnait pas, Mmh. et je pense que j'ai tiré beaucoup et que pendant ce temps, mon corps physique et mon corps mental aussi étaient en train de s'épuiser, donc je pense que j'ai arrêté, enfin, j'ai arrêté des choses, ou j'ai arrêté mon rythme professionnel tel qu'il était, l'été 2025, bah, parce qu'en fait, j'avais plus de jus. Donc Mmh. j'avais plus de fer, donc j'avais plus de jus, et j'avais plus, j'étais pas dans l'état de 2023 où j'avais une anémie, mais j'avais encore du stock quelque part de je sais quelle, énergie. Là, j'avais même plus d'énergie mentale, en fait, pour aller, tirer. Donc parce que c'est ça aussi, c'est l'énergie mentale permet de faire beaucoup de choses, en fait, on s'en rend pas compte, mais elle va puiser je ne sais où quelque chose qui fait que même si on n'a pas l'énergie, dans sa biologie, il y a quelque chose qui fait qu'on y va, Mmh. et donc je pense que j'ai été jusqu'au bout de mes limites, peut-être comme d'habitude, sur d'autres sujets, et ensuite, bah, depuis l'été, je fais ce travail d'adaptation. J'ai inclus ces mots de handicap fluctuant, et cetera, et je me suis dit: «Mais Estelle, bah, justement, tu voyais ces questions d'adaptation du poste, quand tu étais salariée pour des personnes, en situation de handicap ou qui vivaient un handicap. Donc, bah, toi, tu vas faire la même chose. Tu es pas dans une entreprise, tu es dans ton entreprise à toi, tu es solo, en fait, tu vas adapter ton poste à toi, et donc Mmh. c'est ça mentalement, tu vois, qui est venu. C'est le fait aussi depuis l'été dernier où je suis membre de l'association Les Invisibles, où justement on a des cercles de parole que je conseille, qui sont ultra bien menés, par une personne qui est concernée aussi par d'autres maladies invisibles. Et en fait, c'est ce processus-là qui m'a permis, moi, de me dire, mais en fait, la réalité, c'est ça. Mmh. Et ta réalité, c'est ça aujourd'hui, même si je pense qu'il y a ce truc du deuil qui est là sur justement, si je m'adapte, est-ce que c'est parce que je dépose les armes? Un truc comme ça. Et en fait, bah, j'ai envie de dire au contraire, c'est-à-dire que, alors oui, je pense que l'anémie aussi a vraiment joué là-dessus beaucoup sur, la fatigue et tout, mais au-delà de ça, c'est que moi, en lâchant mes missions professionnelles que j'avais pas envie de lâcher, que j'avais pas prévu de lâcher, en fait, j'ai senti, encore une fois, dans mon corps, que c'était juste, Mmh. ça m'a enlevé une pression mentale. Je suis toujours présente, je suis toujours là, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai enlevé ce qui n'était plus, entre guillemets, j'ai essayé de séparer l'injonction de l'argent. Enfin, Oui, il y le a ça rapport à aussi. l'argent qui est là, et parce que je me suis dit, là, aujourd'hui, j'ai pas le choix. Donc, il va falloir que je choisisse.
Donc j'ai essayé de travailler sur ce sujet-là et j'ai gardé ce qui était vital, ce qui m'amenait de la joie, puisque je me suis dit, de toute façon, dans cette situation-là, ce qui est le plus important pour moi, c'est de suivre ma joie. Et donc, c'est ma stratégie aussi, ça fait partie de ma stratégie, suivre ma joie. Et suivre ma joie, pour moi, contrairement à plein de personnes qui sont fatiguées des réseaux sociaux, etc., c'est vrai que c'est fatigant, mais moi, en fait, j'ai besoin de raconter des trucs. Donc, je garde cet espace pour Mm. raconter des trucs Mm. et je vois ce que l'espace crée. Et en fait, c'est ça, hein, l'espace a créé, on va dire, ce mouvement vers, j'ai envie de revenir vers ce que j'ai toujours aimé, le corps humain, les organes. Tu vois, j'ai retrouvé un livre chez mes parents sur le corps humain, je l'ouvre et je me dis, mais comment je pouvais lire ça à 11 ans? C'est un peu, on comprend rien, enfin, tu vois, on comprend rien pourquoi j'ai acheté ça à 11 ans. Et en fait, je reviens sur ces sujets-là, sur la partie média, où moi j'ai toujours voulu être une personne qui anime des talks, enfin voilà, anime des Ouais. shows, etc. Sauf que dans les années 90, j'avais pas trop de modèles, mais aujourd'hui, ça, voilà, ça a explosé, Ouais. je peux faire à ma façon. Et en fait, ce que j'avais mis à côté de ma vie professionnelle en mode c'est en option, c'est devenu le centre. Je n'ai Mm. pas le modèle économique aujourd'hui, mais mes 8 ans d'entrepreneuriat, bon, ils servent à ça. C'est pour ça que je sens que je suis dans un deuxième Ouais. cycle d'entrepreneuriat, tu vois, avec un projet d'association, de m'associer pour co-créer une entreprise. Ne plus être seule. Donc ça rejoint aussi toutes mes valeurs. C'est-à-dire moi, j'ai jamais voulu créer une structure en solo. Qu'est-ce Mm. que ça m'a jamais intéressé. Moi, j'ai évolué dans le monde associatif, donc en collectif. J'ai toujours évolué comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'être en solo? Et en fait, je sens que voilà, en fait, tout ce que j'aime et tout ce que j'ai envie de faire, bah là, en fait, je vais le faire pendant le Ah temps oui. qui m'est imparti. Je ne sais pas combien de temps m'est imparti, mais comme je disais tout à l'heure, ce rapport à la mort, il est venu, non pas en théorie, parce que moi, en théorie, j'étais beaucoup sur ces sujets de la mort. Non, il est venu dans mon corps, hein, c'est-à-dire que j'ai bien senti qu'est-ce que ça voulait vraiment dire. Et donc, du coup, ce truc de dire, non, mais en fait, et puis peut-être aussi c'est mon âge d'être voilà, au milieu de ma vie, là, dans la quarantaine, et de me dire, ben, il me reste un temps, je ne sais pas combien de temps, ok, on y va, je ne vais pas perdre tout Mm. mon sang comme ça. Donc, le sang, c'est quand même lié à la joie, c'est quand même lié au flux de vie. Enfin, il y a quand même le sang, c'est la vie, on va dire ça comme ça. Mm. Et donc, de me dire, bah, en fait, moi, j'ai envie de faire ça. Je connais pas le modèle économique, mais en fait, j'ai tellement confiance dans le processus entrepreneurial parce que c'est pas comme si je démarrais une entreprise aujourd'hui que je sais qu'il va se passer quelque chose. Et en fait, c'est Mm. ça, c'est ce chemin-là. Et je me dis, la peu d'énergie que j'ai dans mes journées où je travaillais vraiment nettement moins, hein, mais ça, je me surprends aussi à, tu vois, à être en mode contemplatif, à faire comme les retraités, là, dans la journée, aller prendre le soleil sur un banc. Mais je fais des trucs comme ça. Et en fait, c'est là que j'ai aussi beaucoup d'espace, d'idées qui viennent et de la place pour mes idées qui ont toujours été là. Bah, Mm. évidemment, liées à mes engagements féministes, politiques, antiracistes. En fait, tout vient là, tu vois, parce que Mm. quand tu plonges dans le monde médical, je te jure, moi, je croyais que, enfin, j'avais une conscience féministe aiguisée depuis vraiment très longtemps. Mais en fait, quand tu plonges, moi, en plongeant dans mon médical, je me suis rendu compte de ma naïveté. Mm. Où le patriarcat, il est puissance 50 000, en fait, encore dans le milieu du soin et de la santé, et qu'il y a du taf, et qu'en fait, je suis tombée de ma chaise plein de fois, et Mm. qu'aujourd'hui, j'ai plus envie d'être en déni de ça, donc je suis aussi en train, tu vois, de me former, de m'éduquer sur ces sujets, mais pas sur la société de manière générale, sur le sujet santé et soins, parce qu'aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de professionnels du médical qui parlent de ces sujets, du Oui. racisme, des femmes qui meurent alors qu'elles n'auraient pas dû mourir, et du sexisme ambiant et de la misogynie dans le monde médical, même entre soignants d'ailleurs. Mm. Donc, en fait, tout ce mouvement de j'ai l'impression de m'abandonner, je vais mourir, j'abandonne mon activité qui marche, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, ça renourrit tu vois, d'autres Mm. projets, mais des projets qui étaient là depuis très longtemps et que j'ai pas, que j'ai laissé comme ça tomber. Et puis Mm. toute mon expérience d'accompagnante aussi que je vois, où je croyais que qu'est-ce que je vais faire de ces 20 ans d'accompagnement, ça va servir à rien, j'arrête comme ça du jour au lendemain. Enfin, il y avait aussi ce truc-là dans le deuil. Et tu vois, d'ailleurs, ça y est, j'ai senti que j'avais fait le deuil là. Enfin, je dis ça, mais ça m'a mis 2 ans hein, de faire le deuil Ouais. de ce métier. Et en fait, je sens que je l'ai fait là, le premier trimestre 2026. Et en fait, comme par hasard, figure-toi que bah, moi, je discute avec ma kiné, mon ostéo et tout. Je discute de ces projets-là. Elles sont toutes hyper enthousiastes, alors que j'ai rien de calé, mais elles sont enthousiastes. Et en plus, je vois aussi toutes ces questions par lesquelles on a démarré sur la notion de relation.
Et donc, le travail de posture professionnelle, d'accompagnante, bah, moi, en fait, je l'amène là-dedans. Et je me dis, j'ai trop envie d'intervenir dans vos formations pour parler de la posture d'accompagnement, d'alliance thérapeutique, de relations, de relationnel. Parce que, en fait, ce n'est pas étudié, c'est pas formé, alors que c'est là qu'il peut se passer beaucoup de choses en relation avec les gens, en termes de sécurité, de réparation et même de guérison. Donc, tu vois, moi qui croyais que j'allais tout abandonner en mode drama, bah, en fait, je vois que les choses se réagencent. Et après, bah, en fait, mon chemin de recherche, j'ai l'impression que ça me prend 50% du temps, tu vois, de chercher, de faire des emails à des médecins, de demander des choses, de prendre des rendez-vous, de déplacer. Donc, en fait, ça prend quand même beaucoup de temps. C'est pas parce que je prends cette progestative que ça y est, je balance tout et Oui, tu vois, j'ai une attention aussi là-dessus en me disant, oui. Estelle, c'est pas une solution de long terme. Moi, ça m'impressionne, hein, ça me fait des frissons quand je t'entends parler parce qu'il y a comme ce truc de se dire le fait que ces symptômes soient handicapants, soient invalidants, que tu aies mis ce manque de fer pour moi, j'ai envie de parler de fragilité, tu vois, corporelle, parce que ça va au-delà de la vulnérabilité, parce qu'en fait, c'est juste que tu n'arrives pas à te lever, etc. C'est comme si ça t'en avait fait une force de, ok, bon, bah là, il faut que je dépouille complètement ma vie relationnelle, ma vie professionnelle, parce qu'en fait, j'ai pas le choix, clairement. Et en même temps, il y a un truc très fort. Enfin, là, quand tu me parles, je sens qu'il y a quand même une énergie incroyable de se dire, ok, en fait, je sais pas où est-ce que je vais, mais je vais dans cette direction-là parce qu'en fait, je n'ai plus le choix que d'assumer que bah, ça va pas, que je suis fragile, que je suis vulnérable, que j'ai mal, que, enfin voilà, et qu'on m'entend pas et que je trouve pas de solution, quoi. Donc il y a vraiment un truc qui te pousse. Mm. Enfin, ce que t'as fait faire la maladie, la dénomiose, etc. Et c'est jamais et jamais, jamais, je dirais, ok, bah, c'est une chance d'avoir vécu cette maladie. Enfin, vraiment, c'est pas du tout le but. Et en même temps, en fait, il y a quand même cette conclusion de se dire, ok, ça m'a permis d'aller à une étape supérieure, dans ma vie pro, dans ma vie relationnelle, quoi. Ah ouais, ben moi je suis devenue, enfin moi j'ai toujours dit que j'étais radicale, mais je suis devenue de plus en plus Ouais, radicale. C'est-à-dire dans la manière. ça t'a radicalisé, Ah quoi. bah Ouais, ça m'a j'adore. ça m'a radicalisé et clairement avec les gens je suis très directe. Hmm. C'est-à-dire qu'avant je prenais T'as des plus le temps, quoi. pincettes. Ah bah, c'est exactement la phrase que je prononce tout le temps. Je dis on n'a plus le temps et j'ai plus le temps et effectivement j'ai pas le temps. Et T'as donc, pas le temps. et Bah donc, oui. j'ai pas le temps. Et donc en fait c'est aussi, mais c'est même plus que ça. C'est-à-dire que c'est même pas mental. C'est pour Hmm. ça que je reviens au corps à chaque fois. C'est qu'en lien avec ce travail-là, enfin, tout ce processus corporel là, de maladies, de symptômes et de pathologies, bah, en fait, en parallèle, je travaille sur le lien corps-esprit. Oui, Et donc, oui. en fait, bah, du coup, clairement, j'entends mon corps parler, quoi. Bah Je oui. comprends pas tout ce qu'il me dit, mais j'entends mon corps parler. Et je suis beaucoup plus attentive aux sensations de mon corps et à l'élan où il veut aller, alors qu'avant, j'étais coupée de ça. Hmm. Donc, c'est vrai qu'il y a une forme c'est cette radicalité, c'est dans le sens où là, je sens qu'un choix, et je vois pas c'est quoi les autres choix, c'est un peu ça. Je Hmm. sens qu'il y a de la joie, donc moi, c'est un très bon signe. Je sens qu'il y a de l'énergie quand j'y vais. Je sens qu'il y a de la curiosité intellectuelle, mentale. Je sens qu'il y a du défi d'aller parler de santé en France, parce que, évidemment, quand t'es pas enfin, tu vois, il y a un énorme défi, enfin, c'est un challenge. Et Clairement. moi, j'adore les sujets où on est sur des sujets on va renverser les tables, on est là pour bousculer statu quo. Et en plus, Hmm. comme par hasard, il y a une conscience collective qui s'ouvre de plus en plus sur les Qui sujets de la émerge, santé. ouais, bien Et sûr. oui, Hmm. la santé des femmes, mais la santé environnementale, l'impact de l'environnement sur nous les femmes, Mhm. enfin, et tout ce qu'on mange et tout ce que tu veux, il y a une conscience qui se développe. Donc c'est carrément le moment. Il y a comme un alignement de planètes Ouais. tu vois, pour y aller. Et effectivement, je ne connais pas le chemin que je suis en train de mener. Je sais que je l'ai jamais fait dans ma vie. C'est-à-dire, j'ai jamais fait ce chemin de je suis mon élan, j'y vais, je fais les petits pas. Et moi qui accompagnais beaucoup les visions des Hmm. entrepreneurs, des femmes accompagnantes, j'accompagnais leur vision. Je suis en train de enfin accompagner De la faire mienne. ouais, ta propre vision. Enfin, voilà. Hmm. Et tu vois, de dire, je disais tout le temps, petits pas et grande vision. Et en fait, Hmm. je sens ma grande vision, et là, je fais juste les petits pas. Et tu Waouh. vois, le petit pas d'aujourd'hui, c'est faire une interview avec toi. Hmm. Et demain, je ne sais pas ce que ce sera. Mais il y a ce côté aussi, j'ai vraiment travaillé à faire baisser la pression que je me mettais. Et en fait, je vois qu'en faisant autrement, ah bah c'est fou ça. Il y a quelque chose qui se nourrit, qui me met pas la pression, qui est extrêmement excitant.
Et en fait, quand j'en parle aux gens qui sont des professionnels de la santé, ça leur parle, ça Ça résonne, alors que marche. j'ai vraiment rien à leur dire de très concret. Mais en Mmh. fait, ça les excite quelque part parce que je pense que ben, tout le monde ne dit pas ça dans le cabinet, quoi. Ben, voilà, moi j'ai envie de remettre en cause le système de santé. Ben, je pense que c'est pas tout le monde qui vient avec ça. Et en fait, c'est pour ça que je dis, je profite de mon énergie pour adresser les vrais sujets et être très direct, parce que bah, dans le reste du temps, je sais pas ce qui va se passer. Ouais. Et donc, j'accepte cette incertitude, même si quand je suis dedans, ça me fait vraiment chier et que je ne te parlerai pas de la même manière si on s'était parlé le lendemain d'une crise. Oui, bien sûr, bien sûr. Pas du tout. Quelle est, toi, là, aujourd'hui, la meilleure décision que tu as prise pour apaiser tes douleurs et tous ces symptômes-là? Qu'est-ce que, si tu devais en garder une, là, à cet instant T? La meilleure décision, moi je vais le relier au fer, c'est parce que je sais que le manque de fer aussi accentue les douleurs, c'est d'avoir insisté et bataillé, j'emploie ce mot, pour obtenir mes perfusions de fer. Mm. Parce que j'en étais arrivée à bout et que le cycle d'après, j'ai eu les douleurs pareilles, hémorragie pareille, mais j'ai vu qu'il y avait un changement l'intensité, le niveau d'intensité des douleurs, parce qu'il y avait plus d'oxygène dans Mm. le sang et dans mon petit bassin. Et donc, il y a quand même CQFD, comme on dit. À un moment donné, il y a une logique mathématique dans le corps et biologique. Et donc, je sais que j'avais insisté pour ça, c'était ma stratégie. Et voilà, aujourd'hui, je ne sais pas si je serais débarrassée, enfin, je ne sais pas comment va être mon prochain cycle, ça va se passer. J'ai pas résolu mon problème ni de douleur ni de sang, mais je sais que si je dois pas batailler une prochaine fois, bah, je le ferai aussi, quoi. Donc Mm. ma meilleure décision, j'ai envie de dire, c'est ça, Mm. si je sens que je suis en danger, ben il y a que moi là qui peut y aller en fait. Clairement, Ouais. je peux pas faire autrement. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au mois de mars, ben j'étais pas dans cette optique-là. Ouais. J'étais guerrière moi, mais j'étais pas guerrière face Ouais. aux gens qui pouvaient m'aider. Parce que la perf de fer, je pouvais pas m'acheter les fils et le faire et me le faire moi-même. Parce que ça ne se fait pas en libéral comme ça se Mm. fait en hôpital. Donc Ok. c'est particulier. Mm. Merci, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. C'est vraiment un bijou pour les personnes qui nous écoutent. En tout cas, pour moi, j'ai beaucoup apprécié. Est-ce que Merci à toi. tu as envie de partager une dernière chose ou on clôture? Ben, non, ben déjà, merci à toi, Maud, pour cette invitation. Et puis, je suis ravie d'offrir des bijoux, si je peux offrir des Non, bijoux ça fait du bien. sonores. Je vois un diamant, là, tout de suite, audio. Donc, c'est parfait. Ben, moi, j'ai envie de dire aux personnes qui vont écouter cet audio, ben, déjà, merci d'avoir écouté si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, mais aussi que c'est très important enfin, pour moi, en tout cas, de relier les savoirs académiques, les savoirs médicaux, les savoirs technologiques, enfin, voilà, qu'on a à l'extérieur, avec nos savoirs, ce qu'on appelle les savoirs expérientiels, avec nos Mm. savoirs à nous du corps. Et c'est pas pour rien qu'on parle de patiente experte aujourd'hui, qui collabore avec le monde Mm. médical. Pour moi, ça, c'est très important d'être très relié à ce qu'on sent et ce qu'on Mm. sait et les savoirs innés que l'on a. Parce qu'on en Mm. a, en fait. Et c'est une. Enfin, pour moi, c'est un retour au vivant aussi, quoi qu'il se passe. C'est un retour au vivant d'être capable et il faut être capable. Je sais qu'il faut être capable et qu'on peut en être coupé, bah de reconnecter avec ça, en fait, cette Mm. subtilité-là. Mm. Merci beaucoup Estelle. Je mettrai en lien dans la description de l'épisode comment te contacter, tes réseaux sociaux, etc. pour rester en lien. Voilà, on ne sait pas qu'est-ce que tu vas faire, mais on sait que tu vas le faire bien. Merci beaucoup Estelle. Merci, Maud. Vous venez de terminer le podcast Transgresser les règles. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce que vous venez d'entendre vous a parlé et si vous avez envie que ce podcast devienne une vraie constellation, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un geste simple mais qui permet au podcast d'être plus visible et d'atteindre d'autres personnes qui vivent avec des douleurs menstruelles. Vous pouvez aussi partager cet épisode autour de vous. Parfois, une écoute partagée peut déjà faire une différence. Alors, merci pour votre soutien, il compte vraiment. Et si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour apaiser vos douleurs menstruelles et que mon approche résonne pour vous évidemment, vous pouvez retrouver toutes les informations sur maudrenard.com. Vous y découvrirez les différentes manières dont je propose d'accompagner les personnes concernées, à leur rythme et selon leurs besoins. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour continuer ensemble à transgresser les règles.